à tous dans ce nouvel épisode du Audio Talks. Moi, c'est Iman et aujourd'hui, nous sommes avec Marie. Comment vas-tu, Marie? Ça va et toi? Ça va, super, super. Je suis super contente de t'avoir. Moi aussi. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet tabou, un peu complexe. Donc, la thématique de ce deuxième épisode, c'est le métissage, donc être issu de deux origines différentes. Je tiens quand même à rappeler que le métissage, donc être métisse, ça ne veut pas forcément dire que tu as un parent blanc ou noir. Tu peux très bien être foncé de peau et être métisse. Il suffit juste d'avoir deux origines différentes pour être qualifié de métisse. Donc, je trouve que c'est un sujet quand même important parce qu'en 2024, tout le monde est pratiquement métisse, entre guillemets, dans le sens où tout le monde tout le monde a des origines différentes, tout le monde vient d'un peu partout et je pense que ça va continuer. Et peut-être on va arriver justement, on en parlera plus tard, mais à un moment donné où il y aura plus forcément de nationalité ou de culture ou d'origine à proprement parler parce que tout le monde sera mélangé. Je connais certaines personnes qui disent que le métissage c'est bien, d'autres qui disent que ce n'est pas bien. On va y revenir. Moi, j'aimerais bien que tu commences d'abord par te présenter. Tu me dises qui tu es, tu as quel âge et surtout, tu es issu de quel métissage, Quelles sont tes origines? Alors, moi, c'est Marie-Pascaline, j'ai 24 ans et j'habite à Londres. Je suis d'origine franco-burundaise. Ma mère est burundaise et mon père est français. J'ai jamais vécu dans un des deux pays et je pense que c'est important pour le reste de la conversation. Et j'ai grandi un peu partout. J'ai grandi la plupart du temps en Afrique et dans un pays asiatique et un pays européen. Comment est-ce que tes parents ont réussi à te transmettre leur culture? Du coup, la culture burundaise et française. Pour la culture française, c'est facile parce que j'étais dans une école française. Je trouve qu'il y avait quand même la culture française. Et après, c'est avec la famille du côté de mon père. Donc, on allait souvent en France, donc dans le sud de la France, en vacances, pendant les vacances d'été, les vacances de Noël, faire la fête avec la famille, etc. Donc, voilà, je pense que c'était comme ça. Pour la culture burundaise, je dirais que c'est un peu plus compliqué. Ma mère, elle a essayé. C'était aussi avec les tantes. On a des tantes qui habitent en France. La dernière fois que je suis allée au Burundi, c'était en 2011. Donc, je dirais que je suis pas in touch avec mon côté burundais, comme je le souhaiterais. Mais j'ai quand même grandi avec cette culture. J'ai plus tard, dans mon parcours scolaire, rencontré des personnes burundaises parce qu'avant, j'étais la seule burundaise du groupe d'amis, etc., à cause du fait que j'habitais dans d'autres pays, etc. Il y a des gens même qui ne connaissaient même pas c'était quoi le Burundi et où c'était. Donc voilà, je dirais que ma mère, elle a essayé avec la nourriture, pas beaucoup, la musique, etc., pas trop, mais c'est vraiment avec la nourriture, la langue, les tatas, tout le temps quand on allait voir les tatas, etc. Et puis voilà. Le Burundi, c'est en Afrique de l'Est. Au cas où certains se poseraient. Voilà, à côté du Rwanda, donc pour ceux qui se posaient la question. Mais du coup, est-ce que tu pourrais nous dire, parce qu'il y a certains métis qui disent, donc je précise les métis d'origine avec un parent blanc et un parent noir. Du coup, là on parle d'un cas bien précis. Il y a certains métis de cette catégorie-là qui disent se sentir plus naturel ou avoir une connexion plus facile avec du coup la communauté noire que la communauté blanche, parce que avec la communauté blanche justement ils se sentent à l'aise qu'en fonction du blanc qui est en face d'eux en fait. Et moi j'aimerais bien savoir, est-ce que toi avec quelle communauté tu te sens le plus proche? Pour certains métis, je sais que cette question des fois c'est pourquoi tu me poses cette question, je suis les deux exactement, enfin je suis les deux également, equally, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Je suis les deux également, mais dans mon cas, je pense que il y a quand même un côté, je pense que c'est vraiment du cas par cas et vraiment pour moi, je dirais que je me sens plus proche de la communauté africaine juste à cause du fait que j'ai habité en Afrique pour la plupart du temps. Mes années d'adolescence, c'était en Afrique. Donc je me suis toujours attachée en fait à l'Afrique et aux cultures et aux valeurs africaines plus que celles de mon côté français. Je ne le renie pas du tout, mais je sais que par exemple pour mes sœurs, elles c'est un peu le contraire où leur année d'adolescence, etc. C'était en Italie, du coup elles avaient majoritairement des amies blanches, etc. Donc je pense que si elles répondaient à ces questions, ça aurait été qu'elles étaient plus à l'aise. Et il y a plein de trucs en mode elles ont pas les rêves, des trucs africains, des trucs à se dire, et puis on les traite tout le temps de blanches et tout. Mais voilà, je pense que ça dépend vraiment de ton environnement, où t'as grandi, à quelle période aussi
t'as été entouré de personnes soit blanches, soit noires, etc. Okay. Et est-ce que à un moment donné, du coup, t'as eu à avoir une crise identitaire? Oui, je pense que je l'ai toujours, et c'est pas seulement à cause du fait que je suis moitié noire, moitié blanche, donc moitié européenne et moitié africaine. C'est plutôt aussi du fait que j'ai beaucoup déménagé depuis que je suis toute petite. Ça fait chaque 2 ans. Ouais. Et je pense que ça c'est un autre sujet à aborder, etc. Ouais. Mais ouais, donc surtout que je connais pas les deux pays. Enfin, je suis allée en France, je suis allée au Burundi, mais je n'ai jamais habité là-bas et vraiment été attachée à la culture. Donc je sais que, comme je le disais, mes années d'adolescence, j'étais au Sénégal, et donc je m'attache plus à cette culture, et plus précisément, enfin plus West Af, ouais. La culture West Af et tout. La culture West Af, je dirais, et il y en a qui me rejettent, il y en a qui m'acceptent, c'est pas de problème. Ouais, non, je pense qu'au final, l'identité, en fait, c'est toi, et il y a personne qui peut te dire, te pointer du doigt, te dire non, toi t'es de là, toi t'es de là. En fait. At the end of the day, c'est vraiment comment tu te sens. Exactement. Et voilà. Il y a beaucoup de métis justement qui disent que les blancs. Là, je parle d'abord de ton cas, genre vraiment parents noirs et parents blancs. Après, je parlerai un peu plus de mon cas, donc d'avoir deux origines africaines. Comment est-ce que tu te retrouves? Mais du coup, il y a il y a certains métis qui disent que il y a certains noirs, eux, qui les voient comme des blancs, et les blancs, eux, qui les voient comme des noirs, tu vois. Donc au final, ils sont toujours entre les deux. Est-ce que toi, t'as eu du mal avec ça, ou en vrai, ça va, genre t'étais accepté entre guillemets des deux côtés, enfin des deux communautés? Ouais, ben en fait, c'était mon cas. Je pense que c'est le cas pour beaucoup de métis. Et c'est quand j'allais chez mes grands-parents. Il faut savoir que le côté de mon père, ils viennent pas du tout de la ville, c'est vraiment de la campagne, dans le sud de la France. Donc, ils ont moins l'habitude de voir des métis, etc. Ouais. Et quand j'arrivais, je disais que ma mère est africaine et que nous, on habitait en Afrique, etc. Ils posaient des questions de, ouais, mais il y a des voitures, des trucs comme ça, des trucs que genre, c'était quoi, 2015, 2016, comme ça, tu me poses des questions comme ça, vraiment, genre. Et ouais, donc, on me disait noir. On me traitait de noir. Je sais qu'il y a beaucoup de métis qui vivent du racisme aussi du côté de leur famille, où pour eux c'est des blagues, c'est rien de sérieux, etc. C'est juste des petites blagues, etc. Mais au final, quand tu regardes ça dans in a bigger picture, c'est pas, on joue pas avec ça. Et aussi, du coup, du côté africain, quand t'es que entouré d'Africains, de Noirs, je faisais la blague tout à l'heure par rapport à ma sœur où on disait on la traite de blanche, mais c'est aussi le cas, et des fois c'est frustrant. C'est frustrant. C'est frustrant, genre c'est pas ok, d'accord, j'ai compris, mais des fois genre ça y est. Ouais. Donc comme je l'ai dit, je viens de la Guinée et du Congo. Donc ma mère est guinéenne, mon père est congolais, mais j'ai plus grandi, on va dire, dans la culture guinéenne. Donc West Af, si vous voulez. La culture congolaise, je ne la connais pas trop. Enfin, c'est ces dernières années-là que j'ai réussi quand je commençais à partir au Congo et tout, que j'ai réussi à me rattacher un peu à cette culture-là. Mais je trouve que c'est très différent quand même. C'est deux mondes différents, deux façons de penser différentes. Par exemple, au Congo, enfin l'Afrique centrale, c'est le matriarcat, par exemple. En Afrique de l'Ouest, c'est le patriarcat. Même des fois, les religions sont pas les mêmes. En Afrique de l'Ouest, je pense que c'est majoritairement, si je dis pas de bêtises, musulmane. Afrique centrale, tu auras plus de facilité à trouver des personnes, des chrétiens et tout. Et donc, en fait, ça fait qu'il y a vraiment un décalage. Moi, quand j'ai commencé à avoir des amis donc congolais, justement, et que je leur disais que j'étais congolais et tout, j'ai toujours eu du mal un peu bon, maintenant ça va mieux, mais au départ à me vraiment keep in touch en fait avec eux, parce que je me sentais pas forcément dans leur vibe et tout, tu vois ce que je veux dire ou pas? Par exemple, des fois, on me vanne un peu en disant, ouais, tu parles pas lingala, chose que j'aimerais bien, vraiment, mais c'est du fait que j'ai pas grandi dans cette culture-là. On me charrie beaucoup, en disant que, personnellement, je le prends pas mal, mais comme t'as dit, des fois, c'est frustrant, en fait. Parce que, autant j'aime beaucoup dire que je suis congolaise, nanana, et tout, mais après, à un moment donné, à la fin de la journée, je me rends compte que je connais pas autant, en fait, sur la culture congolaise et même la culture centrafricaine en gros, tu vois. Là, maintenant, ça va mieux, comme je le dis, parce que je repars au Congo, et aussi, il y a les musiques Fally Ipupa, tout ça, etc., tout ça. Donc, au final, tu t'arrives quand même à un peu t'intéresser à la culture et un peu trouver des réponses à tes questions. Mais j'avoue que ça a quand même été dur, parce que quand j'allais au Congo en vacances, on me disait « Ah, toi, t'es la Guinéenne et tout », tu vois. Donc même moi, mes propres parents, quand je dis parents, je parle de tante et oncle, mes propres parents et tout, ils me reconnaissaient pas en tant que congolaise, tu vois. Et quand je partais en Guinée, certains de mes parents guinéens, malgré le fait que j'ai grandi là-bas, ils aimaient toujours dire ah, toi t'es une congolaise et tout, ah mais toi t'es la congolaise et tout, partout où je partais et tout, ah mais elle c'est une congolaise et tout, genre on aimait toujours montrer en fait que j'ai un autre côté, tu vois. Et moi ça m'a beaucoup dérangé,
à un moment donné parce que, comme t'as dit, en fait, le fait de choisir entre le côté blanc et le côté noir, mais t'es juste les deux, en fait, tu vois ce que je veux dire. Et on me pose beaucoup la question de, mais entre la Guinée et le Congo, qu'est-ce que tu vas choisir et tout. Malgré, c'est ça le pire, c'est que malgré le fait que j'ai pas grandi au Congo et j'ai pas autant ou du moins une forte attache à la culture congolaise par rapport à la culture guinéenne, je pourrais jamais choisir. C'est comme si on me dit de choisir justement entre mon père et ma mère, tu vois. Genre moi c'est comme ça je le vois, donc je pourrais jamais choisir. Et donc voilà, donc c'était un peu histoire aussi de montrer que on peut être métis, avoir deux origines différentes, mais venir du même continent et quand même trouver des problématiques en fait en grandissant. Et en même temps, j'ai une question par rapport justement le fait d'être métisse. Bon, ça se trouve que ça va pas forcément concerner que les métis, mais je trouve ça quand même intéressant le fait de grandir soit avec deux cultures différentes, soit forcément avoir grandi entre deux pays différents. Ça veut dire que par exemple, tu peux être malien par exemple et avoir grandi toute ta vie en France, mais je voulais surtout mettre l'accent sur le fait que il y en a plein aujourd'hui comme nous qui ne parlent pas leur langue, soit maternelle ou paternelle, mais en tout cas une langue qui vient d'Afrique, tu vois. Mais justement, je voulais vraiment mettre l'accent sur le fait que il y a une sorte de petite perte de culture. Je sais pas si c'est la faute de nos parents ou si peut-être notre faute à nous-mêmes de ne pas avoir cherché, mais justement le fait que l'on parle pas ou on parle pas aussi bien nos langues maternelles, tu vois, que le français ou l'anglais ou autre langue et tout. Je trouve ça triste quand même, tu vois, parce que quand demain on aura des enfants, on va leur parler, qu'est-ce qu'on va leur transmettre à part, comme tu dis, la nourriture, la musique peut-être, les envoyer au pays et tout, etc. Mais l'héritage en fait culturel va se perdre un peu, et c'est ça que je voulais mettre un peu en avant. Je pense que c'est vraiment une richesse d'être in touch avec ces deux côtés ou ces côtés, ses origines en fait, ses racines. Que t'en aies 3, que t'en aies 2, que t'en aies 5, genre c'est vraiment une richesse de parler la langue, de connaître la culture et de pratiquer la culture. Ceux qui sont d'origines différentes et qui sont très bien in touch avec leur côté là et qui parlent la langue, vous savez pas à quel point c'est vraiment une chance, parce que c'est ce que je voulais dire avant que tu me poses la question, après que tu aies partagé ton expérience, vraiment, c'est vraiment important, parce que même si oui, donc du coup dans mon cas, je suis là, je me dis sénégalaise ou ouest-africaine en général, à la fin de la journée, je serai toujours burundaise et française de sang. Il y a des cas où peut-être, je sais pas, la personne du côté burundais, on va dire un homme burundais français, le côté burundais, il est vrai, il y a famille toxique, etc. Et que c'est un truc qui repousse, c'est un truc qui arrive, etc. Et c'est même une origine qui va le repousser à cause de certaines histoires qu'ils ont vécues. Mais là, pour mon cas, vraiment, au final, je resterai toujours les deux. Et en fait, je sais que mon prochain voyage, parce que je suis en train d'y penser, de repartir au Burundi, ça va être tellement émotionnel et je vais tellement me ressourcer, genre je sais que ça va être un voyage qui va vraiment me faire du bien, parce que à la fin de la journée, même si on va peut-être pas m'accueillir comme je l'aimerais, je peux vraiment dire que je suis chez moi et je suis chez moi et je sais d'où je viens et c'est chez moi, quoi. Comparé à si je suis au Sénégal et je suis là à dire oui, je suis chez moi et tout, j'aime trop et ça. Je pense que c'est un différent. Clairement, c'est différent. C'est un différent chez moi. Je trouve ça triste quand même de minimiser que dans cette même communauté-là, on revient quand même à minimiser le racisme sous prétexte que t'es clair de peau ou que t'es un certain privilège, dont je vais reparler juste après. Et je voulais savoir, qu'est-ce que toi t'en penses quand même? Je n'ai pas vécu le fait de me plaindre et la minimisation. Le fait qu'on est minimisé. Le fait qu'on est... Ça arrive, c'est qu'on est minimisé, qu'on est minimisé la situation. Je n'ai pas vécu ça, mais j'ai vécu du coup du racisme. Je pense que c'est important en tant que personne claire, du coup, qui, on va dire, qui vit le light skin privilege, de reconnaître le fait qu'on a ce privilège et de pas oublier, pas discredit le fait qu'on a ce privilège. Mais face à une personne blanche, tu vas quand même vivre du racisme. Encore une fois, c'est du cas par cas. Peut-être il y aura toujours cette préférence même en face d'un blanc. D'avoir de voir quelqu'un de plus clair de peau et voilà, de pas vivre le même genre de racisme, mais au final, comme on expliquait, le one drop rule, au final, t'es toujours considéré noir, donc ça dépend c'est face à qui. Et je trouve ça dommage, je pense que le fait que la personne veuille minimiser ton problème, je comprends, mais là on parle de moi. On parle de mon cas, on est en train de parler de ça, je sais que j'ai ce privilège-là, mais là en fait, il vient de m'arriver quelque chose qui aurait pu t'arriver à toi aussi, dans la même situation, et c'est genre,
se mettre ensemble. Ouais. Et avoir un peu plus d'empathie, en fait, tu vois, parce que... D'empathie, parce que c'est quelque chose que la personne a. Ouais, c'est une réalité et tout, ouais. Et je trouve que justement, dans cette communauté-là, je sais pas pourquoi, mais, je sais pas, il y a plein de, comme j'ai dit, c'est vraiment un sujet tabou, vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve que même entre les clairs de peau, genre, on a quand même réussi en 2024 à créer, la team clair de peau, donc light skin, et la team, dark skin, genre les personnes à peau foncée. Moi, je me rappelle que quand j'étais plus petite, light skin, je n'utilisais pas light skin comme terme pour moi, pour me représenter. Moi, je disais que genre j'étais noire et j'étais noire, tu vois. Et après, quand j'ai commencé à un peu venir en France, les réseaux, tout ça, etc., le terme s'est un peu plus popularisé. Peut-être aux États-Unis, c'était déjà populaire, mais en France et tout, etc., la partie francophone, on n'utilisait pas vraiment à tout va light skin, light skin, light skin. Peut-être on pouvait dire, ah toi t'es métisse, genre en mode t'as un parent blanc peut-être. Et quand je leur disais non, ils étaient choqués. Mais ça s'arrêtait là, quoi. Je me considérais comme noire. Et ils ont quand même réussi à créer justement un versus genre light skin et dark skin et tout. Et je trouve ça trop triste qu'on en soit arrivé là. Après, je peux comprendre, peut-être c'est pour mettre en valeur d'un certain sens du coup du privilège que les personnes claires de peau ont, parce que du coup, donc on va rentrer dans le thème du privilège de la peau claire. On va pas se cacher, dans la société dans laquelle on est, plus ta peau, ta couleur de peau est plus proche de celle du blanc, plus t'es privilégié. D'où, en fait, c'est pour ça qu'on dit le privilège de la personne blanche, en fait, le privilège du blanc et tout. On sait qu'ils ont un privilège. Donc, plus, au final, tu te rapproches de leur culture ou de leur couleur de peau, tout, en tout cas, tout ce qui est rapproché du blanc. Physique. Exactement, bon point. Leur trait physique. Si t'as un trait, des traits fins et tout, etc., tu vas toujours être plus privilégié, tu vois, contrairement à si t'as des traits un peu plus épais et autres. Par exemple, dans les pubs et tout, etc., pour représenter des familles noires, ou même pour dire que, par exemple, un produit est fait pour les textures 4, à partir de 4A, 4B, 4C et tout, ils vont toujours prendre une personne claire de peau, une personne avec les cheveux bouclés, une personne avec des traits fins. En tout cas, tout ce qui ne représente pas forcément la femme noire, tu vois. Selon toi, quand même, quel impact ça a eu par rapport à la représentation des personnes noires, quand même, tu vois. Parce que je trouve que ça a beaucoup joué au fait que, genre, les gens sont toujours choqués, par exemple, quand ils vont voir un afro, quand même, jusqu'à présent. Ils vont quand même être choqués quand ils vont voir des cheveux type 4C. Justement, à force de toujours cacher ça, de toujours vouloir montrer les personnes plus claires de peau, je trouve quand même que ça minimise aussi ces personnes à peau noire, tu vois. Moi, je trouve que l'industrie de beauté, de la mode, a un grand rôle dans tout ça. Et donc, l'impact que ça a eu, moi, je pense que du coup, des personnes qui ne se sont pas senties assez représentées, ça a créé des complexes. Vouloir se texturiser les cheveux parce qu'on les veut bouclés, mais pas trop bouclés. Oui. Et je pense que c'est vraiment ça, c'est même à cause du fait que les standards de beauté, c'était des standards eurocentriques, du coup, comme ce que tu es en train de dire. Et donc, qui a lié à beaucoup de complexes. Et qu'on est là à vouloir utiliser des produits, en fait, qui sont même pas là, enfin, qui sont pas compatibles avec nos cheveux. Exactement, parce que on a tellement oublié les roots de comment, en fait, enfin, quel produit exactement utiliser pour nos cheveux, tellement qu'on est influencé par le reste du monde, etc. Donc voilà, pour mon cas, je sais que j'ai les cheveux plus bouclés, plus faciles à travailler, donc c'est plus simple, mais je dirais pour les personnes du coup de la communauté noire, des personnes qui ont les cheveux 4C, parce qu'il y a des métiers avec des cheveux 4C, 4, donc enfin du coup noir et blanc, avec les cheveux 4C. C'est compliqué quand même. C'est compliqué. C'est compliqué, je pense que c'est ça en fait, c'est ce manque de représentation, et je pense que maintenant on le voit de plus en plus, et les gens ils essayent, et même j'ai l'impression que les marques elles se sentent forcées même limite de sortir. Il y a eu beaucoup de polémiques par rapport au maquillage, déjà depuis que Rihanna elle a fait toutes ces 40 shades de fond de teint, maintenant tout le monde veut faire pareil. Il y a des gens qui se révoltent maintenant avec les réseaux sociaux, surtout TikTok, toutes les maquilleuses, toutes les influenceuses beauté dark skin qui sont là en fait à pas laisser passer, à pointer du doigt les marques qui ne sont pas inclusives, et je pense que c'est une chose qui est bien, et ça ne va que changer en fait. Donc, et même pour rebondir justement quand tu disais que ça commençait à changer et tout, je trouve aussi que malgré le fait que du coup il y a de plus en plus un tollé par exemple sur les réseaux sociaux si tu inclus pas et tout, etc., par rapport au manque d'inclusivité, mis à part cela, je trouve aussi que maintenant les marques quand même commence à comprendre que les personnes issues de la communauté noire, ou les personnes de couleur, vous appelez ça comme vous voulez, ont quand même un pouvoir d'achat
en fait, qui n'est pas à négliger. Rihanna, elle a bien prouvé avec ses 40 Shades et tout, quand elle a sorti. Tout le monde, en fait, s'est rendu compte que déjà, il y avait un manque dans l'industrie de la beauté. Et les personnes blanches, étant donné qu'ils ont d'autres marques qui font ça depuis des années, ils ont pas à se casser la tête à aller forcément chez Rihanna. Mais nous, justement, vu qu'on sait qu'on a notre carnation et tout, et que ça va plus match avec nos teintes, on va directement aller chez Rihanna. Et je trouve que c'est quand même bien, parce que maintenant, ils se rendent compte. Peut-être ça reste plus de marques le font. Peut-être ça reste hypocrite comme tu l'as dit parce que il y en a ils se sentent forcés et tout, ils veulent pas forcément le faire, mais comme ils savent que maintenant il y a les réseaux etc. Mais je trouve que quand même ça reste positif. Genre c'est mieux de tirer le côté positif que de. Et c'est pour ça que c'est important de mettre en avant les marques qui sont black owned, les marques qui sont vraiment faites pour nous, par nous. Ouais. Après. Ça, c'est un autre débat et tout, mais justement, ces derniers temps et tout, je regardais un peu, et il y a plein de gens qui disent que les marques noires, c'est pas pour décrédibiliser et tout, mais les marques noires et tout, certains produits, il y a plein soit de produits chimiques, soit au final, ça va être racheté par des blancs. Par exemple, je me rappelle Cantu, H24, j'ai utilisé Cantu. Il y a même Miel. Je crois récemment on en a parlé. En fait, dès que c'est des black owned, soit il y aura un problème parce que c'est plus les mêmes personnes qui gèrent, soit il y a un problème parce que c'est trop chimique, soit il y a un problème parce que c'est trop cher, soit il y a un problème. Il y a même certaines personnes noires et tout, je me rappelle, avec les cheveux 4C et tout, qui ont dit que il y a certains produits de personnes, blanches, ça marche mieux sur leurs cheveux que des produits black owned et tout, faits pour les 4C et tout, etc. Donc bon. Mais c'est vrai quand même que tu as un bon point. Ça dépend des marques, mais ça reste toujours bien de toujours en parler, représenter, tu vois, que ça reste là. Et pour terminer un peu sur le privilège de la peau claire, est-ce que tu penses pas qu'on a nous aussi notre mot à dire, notre responsabilité dans le fait de dénoncer justement tous ces petits trucs-là? Je te donne un exemple. Par exemple, si, je sais pas comment ça se passe, mais si par exemple il y a une annonce en disant que oui, on a besoin d'une personne aux cheveux bouclés, naninana, pour faire une pub, par exemple. Si la personne, elle va sur le lieu et elle se rend compte que c'est fait, c'est pour représenter une famille noire. Si moi, une personne claire de peau, je me rends compte de ça, je vais soit essayer de dénoncer dans le sens où mais monsieur et tout, je pense que peut-être une personne avec une couleur plus foncée, c'est plus réel, c'est plus représentatif en fait des personnes par exemple en France ou autre et tout, que de toujours laisser. Et au final, ça donne l'impression que la personne claire de peau va toujours venir. Au final, on se rend compte de ce qui se passe. Genre de la discrimination par rapport aux personnes à peau foncée, mais quand même toutes les opportunités on les prend. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire ou pas. Et du coup je me posais la question de est-ce qu'on n'a pas quand même une part de responsabilité quand même pour dénoncer ce type de comportement. Tu vois, peut-être ça fera un peu changer les choses, je sais pas. Je pense que c'est important qu'on le fasse, qu'on dénonce en fait justement ces actions-là de la part des personnes, que ce soit dans la mode ou quoi que ce soit. C'est vraiment important parce que du coup nous on nous a placés dans ces situations-là, il y a que nous pour parler pour le reste de la communauté, parce que si on est là à se dire oui nous on est africaine etc., même si j'ai pas un parent blanc ou quoi, ou si tu te considères africaine, donc si tu te considères africaine, faut stand up pour tout le monde, no matter le shade en fait de ta peau. Donc je pense que oui c'est important. Après to what extent, c'est ça en fait. Tu peux, qu'est-ce que tu peux faire en fait, c'est quand t'as le pouvoir et tu sais que ta voix va changer quelque chose, bien sûr, que ça soit de parler de quelque chose sur les réseaux sociaux ou que ça soit vraiment je trouve que c'est important. On parlait justement tout à l'heure de la perte de la culture et que là maintenant il y a de plus en plus de personnes qui disent que le métissage va tuer l'Afrique, le métissage va faire que les personnes noires on en aura moins dans les années à venir, que le métissage c'est en gros c'est une arme, c'est fait, quand je dis le métissage, je parle d'abord du métissage couleur blanc, une personne blanche et une personne noire. Ces personnes-là, il y a certains Africains qui sont totalement contre le métissage. Du coup, moi, je voulais savoir, en fait, comment est-ce que tu te positionnais par rapport à ça? Est-ce que c'est vrai que on part vers une perte de culture, ou tu penses quand même que ça reste une richesse, le fait d'être issu de deux origines, ou peut-être d'un parent blanc et d'un parent noir et tout, ça reste comme une richesse sur laquelle tu devrais quand même compter en fait. S'il y a des communautés, des personnes, des groupes spécifiques qui veulent rester entre eux pour garder cet héritage culturel, qu'ils le fassent. Mais je pense que on est en 2024, il y a des gens qui bougent partout, qui partent travailler dans d'autres pays, etc.
et que c'est inévitable, deux personnes vont s'aimer, vont faire des enfants. Exactement. Et puis voilà, je sais pas si vous avez vu, ça fait un moment quand même. Je pense que c'était National Geographic, ils avaient sorti l'image en 2000, je sais pas combien, genre 2050. Ce à quoi on va ressembler. Oui, ceux auxquels la population, l'humain va ressembler. Et c'était quelqu'un de clair de peau avec les yeux verts, cheveux bouclés. Genre tous les mélanges. Et tout le monde se mélangeait en fait à quoi on ressemblerait. Et je sais pas, honnêtement, parce que j'avais jamais entendu ça, ce truc de ça va tuer l'Afrique. Vraiment la première fois, moi je suis là toute innocente. Non, franchement, on parle de mon espèce. Ce n'est pas la couleur qui va changer ou tuer l'Afrique en fait. C'est si la personne elle porte les cultures et les valeurs du pays et du continent avec elle. C'est comme, en fait, et j'étais vraiment surprise parce que je pense que au Sénégal, c'est pas trop la même chose, en tout cas de mon expérience, mais quand je suis allée en Côte d'Ivoire, les Libanais de Côte d'Ivoire, genre, ils parlent mieux Nouchi que certains Ivoiriens. Au Sénégal, je trouve qu'ils ont quand même leur communauté, ils font quand même comprendre que c'est des Libanais, genre, je sais pas. C'est mon expérience, c'est ce que j'ai vu, exactement. Mais en Côte d'Ivoire, au Nigeria, les Libanais du Nigeria, les Libanais de la Côte d'Ivoire, c'est un truc de ouf. Et eux, en fait, il y en a même, ils ont jamais mis les pieds au Liban et se considèrent, en fait, plus la nationalité africain qu'autre chose. C'est comme sur TikTok, le Coréen qui était viral, le gars de Côte d'Ivoire qui parle Nouchi très bien. Et puis, oui, il a ce côté-là asiatique. En fait, à la fin, je pense que l'identité, c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec ta couleur de peau. La culture, ça n'a rien à voir avec ta couleur de peau. Et c'est vraiment ton expérience, ton environnement et comment t'as grandi et tes valeurs, en fait, at the end of the day. Et je pense que le fait de dire que il y aura plus de personnes claires sur le continent ou il y aura plus de métis sur le continent, ça va tuer l'Afrique. Je pense que je vois pas le souci. Non, en fait, c'était pas il y aura plus de métis ou sur le continent et tout, c'est plus il y a du métissage, plus on tend vers une perte de culture et d'héritage en gros culturel. Ok, pardon. C'était ça. Mais du coup, au final, ça revient un peu à dire que on est contre les métis, on est contre le métissage, on est contre toute personne étrangère, tu vois. Donc au final, ça rejoint un peu ce que tu dis. Je pense que tant que ces personnes-là restent sur le continent et make the continent grow et genre gardent les cultures et les valeurs encore une fois, je pense que ça ne va pas. Le problème, ça serait que oui, si ces personnes-là, s'accrochent plus à leur autre côté. Après, on est beaucoup sur Terre, hein, je pense pas que c'est... on est beaucoup sur Terre et tout. Après, c'est sûr que c'est pas dans un futur proche. Et c'est comme, par exemple, c'est une petite anecdote, mais genre, les Camerounais, genre, il y a une rumeur, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais que genre les hommes camerounais aiment trop les blanches, par exemple, tu vois. Et à chaque fois qu'on voit une blanche et tout, avec des formes, on dit ouais, le Camerounais, il peut d'être pour ce type de femme et tout, tu vois. Et justement, il y en a certains qui disent que ce type de personne-là, genre, a toujours aimé les blanches, ou des personnes étrangères, justement, va pousser à pas la perte de l'Afrique, mais en tout cas la perte de la culture. Raison pour laquelle au Cameroun, je sais pas si c'est vrai, vous me direz, qu'il y a beaucoup de métis. Justement, il y a plein de métis et tout. Et donc, les gens, en tout cas, pointent ce phénomène-là en disant que vous verrez dans quelques années et tout, eux ils vont venir en Afrique que pour s'amuser, mais ils vont pas rester là, ils vont toujours repartir dans leur pays, vers l'autre culture et tout, tu vois. Je pense que la responsabilité, du coup, c'est elle est aux parents qui vont accoucher ces enfants-là et éduquer ces enfants-là. Ce serait vraiment en fait important de faire passer cette culture-là, que ce soit la langue, etc. Après, si la personne elle-même, si le parent lui-même n'a pas eu cette éducation-là, ça va être un peu plus difficile. Mais en fait, c'est que à nous, du coup, le futur, à vraiment garder ces cultures-là et garder nos racines, etc. Et si on est comme ça et qu'on continue à garder nos racines et nos cultures, je pense qu'il y aurait pas de problème qu'il y ait du métissage ou pas en Afrique, en fait. Ça, c'est à nous de garder les traditions, les cultures, etc. Et puis, de les passer de génération en génération. Du coup, ce que je voulais dire par rapport au colorisme, et puis on avait continué la discussion, c'était que des fois, sur ce sujet-là, en fait, le reste du monde, on se base beaucoup sur ce qui se passe aux États-Unis. Et ça fait que c'est pas les mêmes règles, c'est pas le même vécu, en fait, qui fait que des fois, en fait, on prend les informations des États-Unis, les règles, les définitions de colorisme là-bas, etc., ou de certaines, le one drop rule, par exemple, en France, parce que je trouve qu'en France, quand même, il y a ce truc
t'es métisse, t'es noir, t'es blanc. Mais pas genre, t'es noir même si entre les deux, ouais. Exactement. Et comparé aux États-Unis, avec une goutte de sang noir, t'es considéré noir. Donc je pense que vraiment, il faut qu'on se détache de ça, parce que c'est vraiment aussi beaucoup à cause des réseaux sociaux et tout le mouvement Black Lives Matter, etc., qui nous influence dans ça. Et aussi le colorisme aussi, c'est quand même un résultat enfin, oui, les blancs, ils sont fautifs, mais c'est les noirs, ils sont dans la communauté noire. Donc, comme ce que tu disais par rapport aux hommes camerounais qui aiment les femmes blanches, etc. Mais après, ça, c'est un grand autre sujet, les hommes noirs qui alimentent plus, c'est eux, en fait, aussi. Je trouve que dans la communauté aussi, c'est pas seulement le blanc, mais il y a aussi beaucoup d'hommes et de femmes aussi. En tout cas de personnes toxiques qui alimentent justement ce phénomène-là de préférer une personne blanche, plus claire de peau ou blanche. Mais justement, moi, pour conclure un peu, c'était par rapport au métissage. Du coup, je trouve que c'est une richesse. C'est pour rien au monde, en tout cas, je vais dire que oh mon Dieu, j'aurais tellement voulu être que guinéenne, ou oh mon Dieu, j'aurais tellement voulu être que congolaise. Genre, je suis très fière des deux cultures, des deux origines que mes parents m'ont transmis. Et je trouve que toute personne, en tout cas métisse, avec plusieurs origines, comme tu l'as dit tout à l'heure, plus de 2 origines et plus, on devrait tous être fiers d'où on vient et autres. C'est vraiment important. Ouais, que ça reste une richesse quand même. Mais j'avoue quand même que ça reste qu'il y a beaucoup de défis en fait qui vient avec le fait d'être métisse, tu vois. Comme on dit un peu, par exemple le fait que t'es pas grandi, crise identitaire, le fait que t'es pas grandi au Burundi, le fait que tu parles pas forcément une ou très bien la langue, que ça fait super longtemps que tu sois pas reparti. Moi, qui n'ai pas grandi au Congo et avec mes parents entre guillemets congolais, ça fait que j'ai une petite perte culturelle en fait congolaise, tu vois. Donc il y a beaucoup de défis qui au final, quand tu vas te construire pendant ton adolescence, tu vas te poser plein de questions. Et il y a certaines personnes qui réagissent mal, du coup, c'est ça qui résulte à un rejet d'une culture, par exemple, en disant, ouais, mais dans tous les cas, eux, je les connais pas, quand j'essaie de m'associer à eux, on me rejette tout le temps, du coup, ils rejettent aussi. Et il y en a d'autres qui vont toujours commencer à fight et essayer de savoir d'où ils viennent et embrasser leur culture. Et je trouve que c'est ça qui est bien à la fin de la journée, quand même, de savoir d'où tu viens, revenir dans ton pays, même si c'est pas pour y habiter ou investir et autres, mais au moins que tu saches quand tu auras tes enfants et tout, tu vois, savoir essayer de retracer quand même l'historique familial, je sais pas, savoir tes origines et tout, parce que bon, je trouve que c'est important. J'avais cette discussion-là avec ma meilleure amie où elle me disait, du coup, elle est congolaise et suisse, et ça fait que depuis 2018, pardon Sarah si je raconte ta vie, ça fait seulement depuis 2018 qu'elle est plus in touch avec son côté congolais, du coup. Et moi, ce qu'elle me disait, en fait, elle me disait, Marie, je sais que tu te considères plus sénégalaise, plus ouest-africaine, mais vraiment, si t'as la chance, en fait, de repartir au Burundi et vraiment get in touch avec ta culture et tes racines, en fait, fais-le parce que, en fait, savoir, surtout pour nous qui on bouge tout le temps, ou les personnes qui ont des origines différentes, je pense que même pour toi, c'est vraiment important en fait d'avoir cet endroit où c'est vraiment chez toi de sang et que tu es in touch. C'est vraiment, même, je peux dire que je me sens bien en disant que je suis sénégalaise et tout ça, mais il y a rien qui peut comparer en fait à ce feeling-là que je n'ai pas encore vécu, mais que en fait, je comprends maintenant l'importance parce que je faisais que dire, non, mais dans tous les cas, ma mère même, elle s'associe pas avec les Burundais, donc pourquoi, genre en mode, j'ai pas eu cet exemple-là, etc., tu vois. Blabla, mais en fait, c'est à nous. Et vraiment, pour les personnes qui ne sont pas du tout in touch avec un côté, culture, essayez vraiment d'aller vers votre culture, apprendre la langue, que ce soit la nourriture, même la musique, etc., de vous entourer avec des personnes, en fait, du pays-là, et des origines-là, et qui connaissent la culture. Je pense que c'est vraiment bien, parce que vous vous rendez pas compte, du coup, pour ceux qui sont déjà in touch et qui parlent la langue, etc., que c'est vraiment une bénédiction et une richesse, et que c'est vraiment important. Et il faut, en fait, c'est nous, le futur, justement. Il y aura que des mélanges à partir de maintenant, donc, c'est important de garder la culture et de ne pas tuer, en fait, un pays. En continuant. Comme certains extrémistes. Et pour surtout revenir sur ça et conclure définitivement, parce que je pense que ça devient un peu long, s'il vous plaît, arrêtez avec vos discours de communautaristes, en fait, parce qu'on est en 2024, comme je l'ai dit au début de la vidéo, on est dans un monde où tout le monde bouge, comme tu l'as dit, tout le monde travaille n'importe où. Les gars, soyez sérieux, s'il vous plaît. Ok, vous voulez quand même garder votre culture et autres. Dans ce cas, faites-le de votre côté. Mais c'est très dangereux, en fait, le fait que vous prenez la parole
et que vous fassiez des discours de ce type-là parce que c'est raciste. C'est raciste de dire, et c'est, je sais même pas comment qualifier ça, mais en tout cas, c'est juste moi, mon petit coup de gueule, entre guillemets, pour dire que, voilà, quoi. Essayer d'être un peu plus ouvert d'esprit. C'est normal d'avoir quelques préférences, tu vois. Dire que, ah non, je préfère me marier avec cette personne de cette origine ou mon origine à moi et tout. C'est normal. Je vous demande pas de vous forcer à vous mélanger, mais le discours que vous tenez, en fait, c'est très dangereux. Vraiment, c'est très dangereux. Et c'est ça qui alimente aussi, des fois, ces petites, tu vois, le racisme entre communautés et tout, un peu la guéguerre entre West Af et Centrafrique, comment ça s'appelle, les Maghrébins, les Maghrébins qui se considèrent pas comme Africains, certaines personnes justement d'Afrique de l'Est qui se considèrent même pas noirs, qui disent que par exemple les Somaliens qui disent que moi je suis somalien, je suis pas noir. En fait, il y a entre nous, en fait, au lieu d'être unis, au final, on se détruit plus qu'autre chose. Et je trouve que c'est très dangereux de tenir ce genre de discours-là. Mais bon, c'était mon avis. Ouais. Et puis, je sais pas si t'as quelque chose. Et les racistes, les blancs eux-mêmes, ils sont contents que tout ça se passe. Et c'est vraiment à nous, en fait, de faire ce travail-là. Exactement, du coup. Bah voilà. En tout cas, c'était super cet échange. J'espère que ça t'a plu. Merci beaucoup, d'avoir pris du temps. Merci. Et on se retrouve très bientôt dans un prochain épisode. On se dit à très bientôt. N'oublie pas de like, de partager. Exactement. Bisous. Bye.